Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Amis auditeurs de Radio M, bienvenue dans le CPP, l'émission la plus libre du paysage audiovisuel algérien, émise à partir d'Alger. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui se présente. Avec le son de la Avec le son Khaled Ali, on va commencer. Ça commence. Alors, très heureux de vous accueillir ce mercredi. C'est l'avant-dernière émission. Nous allons pouvoir nous reposer durant le mois d'août. Nous ferons une émission un peu spéciale la semaine prochaine, peut-être avec un invité tout aussi spécial. On décidera ça, mais en tout état de cause, en présence du public, le public qui nous a accompagnés tout au long de l'année et qu'on aura grand plaisir à retrouver et avec lequel on aura grand plaisir à partager. Messieurs, merci d'être parmi nous. Ammar Ingrashen, Saïd Jafar, Akram Khriev, merci de vous retrouver tous les mercredis. Nous devrions recevoir le renfort de Hassan Wali d'Al-Watan qui est en train de terminer un article et qui va venir discuter avec nous de l'actualité dans un petit moment. En attendant, messieurs, nous allons commencer par la question habituelle. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Un fait, une image, une information? Moi, c'est l'histoire d'espionnage en Belgique, d'espionnage marocain. Bon, c'est vrai que ça sonne un peu humoristique. En fait, c'est une histoire qui implique une jeune femme que les services secrets belges veulent expulser, mais que la justice belge voudrait garder parce qu'ils ne savent pas le contenu de son dossier. C'est une histoire qui est en train de faire remonter beaucoup d'histoires autour de l'argent sale, du lobbying marocain et du lobbying du Mrzen à Bruxelles. Très bien, je vois déjà tout de suite les commentaires sur YouTube qui vont démarrer après ton image de la semaine. Mais bon, on a pris l'habitude. Ouais. Moi, ceci dit, parfois il faut modérer sur YouTube. Il y en a qui font que dans l'insulte. Absolument. Et idiote. Voilà. Est-ce que la CM est à l'écoute là? Il faut modérer. Bien. Alors, moi, l'image de la semaine, c'est l'excellent Manchar qui a piégé El Bilet. Et il avait publié un truc en annonçant que Kamel Bouchi avait un projet de montage de cocaïne, et El Biled l'a repris. Et moi, je le donne aussi parce que, en fait, on assiste en réalité. Préciser que c'est des blagues. C'est des blagues, bien sûr. J'ai oublié ça, c'est important. Mais je l'ai choisi parce qu'en fait, on a une multiplication d'informations, de rumeurs, sur des pages anonymes, des sites qui disparaissent rapidement, surtout cette affaire. Et on dit, il y a l'impression que la main ou les mains invisibles, c'est en train de lui échapper, et ça devient trop grotesque, tout ça, voilà. Le gouvernement, les autorités devraient communiquer de manière normale, régulière, sur ces affaires-là. Absolument. Amal Ingrashen, si on pouvait ne pas parler de mosquée cette semaine, ça serait sympa. En fait, je voudrais dire un mot quand même sur ça. Certains ont compris que moi, je veux qu'il y ait des églises et des synagogues en Algérie, mais en fait, je ne veux ni des mosquées, ni des synagogues, ni des églises, mais au moins des toilettes publiques dans nos villes. Pour l'image de la semaine, c'est ton entretien avec Malika Matoub. J'ai beaucoup
apprécié les propos de cette dame que je trouve très courageuse. Elle défend dignement la mémoire de son frère Matoub Lounès, Allah yarhamou. Et je trouve scandaleux que des hommes politiques d'envergure la condamnent, la fusillent comme ils le font, parce qu'elle ne veut pas leur laisser comme chasse gardée la mémoire de Matoub Lounès. Matoub Lounès, c'est pas un artiste kabyle seulement. C'est vrai qu'il a chanté en kabyle, mais il représente cette colère que l'homme partout sur Terre porte en lui contre toutes les injustices de ce monde. Et je pense que faire de sorte que cette image d'un rebelle qui représente la résistance pour tous les peuples opprimés, lui-même le dit, je suis le patriote de toutes les patries opprimées, il faut quand même veiller à ce qu'elle ne soit pas détournée malsainement par ces politicards c'est un chanteur serbe, ça résonne beaucoup plus loin que la Kabylie. Exactement. Voilà. Exactement. Et nous avons effectivement eu le très grand plaisir d'accueillir Malika. Moi, j'ai dit, Malika, l'héritage matoubien est entre de très bonnes mains, des mains kabyles et algériennes en même temps. Et sa sagesse, sa pondération et sa finesse politique, à mon avis, fonctionne comme une digue contre ces tentations dont tu as parlé à Ammar. C'était aussi mon image de la semaine. Alors, nous allons commencer par un sujet grave. Nous avons est-ce qu'on peut considérer Merzouk Touati comme un confrère? Quelque part, oui. C'est quelqu'un qui s'exprime, qui a fait un travail de journaliste, qui a, il y a 24 mois, je crois, interviewé le porte-parole de l'ambassade, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélienne sur la situation dans son pays. Et il a été pour cela pourchassé et arrêté pour des faits d'intelligence avec puissance étrangère. Bien. Il a été condamné lourdement une première fois, puis sa peine a été réduite à 6 ans. Il vient d'engager une grève de la faim. Ma question, elle est directe. Nous avons perdu un confrère, celui-là journaliste de plein pied, Mohamed Tamalt, en décembre 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut raisonnablement envisager que l'État algérien laisse Merzouk Touati, qui en est à plus de 10 jours de grève de la faim, subir le même destin, le même sort? Qui peut commencer? En fait, c'est bien de rappeler l'affaire Tamalt. C'est-à-dire, honnêtement, je ne pense pas que le pouvoir algérien voulait le tuer. Mais il y a une routine administrative dans la gestion de ces affaires-là, des prises de corps qu'on met en prison, l'absence de réaction, c'est-à-dire on laisse le fonctionnement très banalisé d'une bureaucratie répressive qui omet qu'il y a des gens ils ont face à eux quelqu'un qui est déjà au-delà de leur jeu et qui met sa vie en jeu. Et à ce moment-là, continuer à réfléchir de manière purement administrative, c'est aberrant et condamnable. Voilà. Et il faut craindre quand même pour Touati, il faut espérer que ça n'arrive pas, qu'à ce qui lui arrive pas. Il y a une pétition de solidarité qui a été lancée chez nos confrères d'Al-Watan, qui a été signée par de très nombreuses personnalités. Est-ce que vous avez peur pour la vie de Touati Ammar Ingrachli? Oui, je pense que le pouvoir algérien nous a habitués aux bêtises. Je pense pas qu'ils vont le laisser mourir par calcul politique, mais ils le feront par bêtise, simplement, comme ça a été le cas pour Tamalt. Fondamentalement, je pense que le pouvoir algérien n'a pas de vraie raison d'aller jusqu'à la liquidation physique de qui que ce soit, que ce soit des journalistes, des opposants politiques ou autres. Je pense qu'il n'est plus dans cette logique dès lors qu'il a aujourd'hui la possibilité, sans limite d'ailleurs, de neutraliser autrement tous ses adversaires. Il peut les neutraliser socialement, il peut les neutraliser par tous les moyens, mais aller jusqu'à la liquidation physique, si ça arrive comme ça s'est arrivé avec Tamalt, c'est vraiment par bêtise, et c'est ce que je pense. Et la bêtise fait partie de l'ADN de notre système, malheureusement.
Juste de la bêtise dans ce qui est déjà arrivé et qui peut se reproduire. Non, Oui. il y a de la bêtise, il y a aussi de l'intention. Hein. On est en train de voir que la problématique aujourd'hui, c'est que la répression s'exerce sur les maillons faibles. Sur les maillons faibles de la presse, sur les maillons faibles de la société, sur ceux qui parlent et qui ne sont pas protégés. Ces histoires-là font ressortir les problématiques profondes que sont le délit de presse, le statut du journaliste web, le statut du blogueur, le statut... Donc, est-ce que c'est normal en 2018 d'aller en prison pour un post sur Facebook ? Non, ça ne l'est pas. Au-delà de la grève de la faim de Touati, au-delà de la mort tragique de Mohamed Tamalt, qui n'était probablement pas voulu, hein. Moi j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on ait voulu tuer Mohamed Tamalt dans une prison en Algérie. Ça a été le premier et le seul journaliste algérien mort en prison. En fait, ça démontre à la fois la volonté de faire pression sur ces maillons faibles-là, et aussi, ça prouve aussi que la routine administrative échappe à beaucoup de gens ici. Maintenant, tu parles d'un post sur Internet. Le post, c'est quand même l'entretien avec le porte-parole de Je voudrais quand même... Il faut pondérer un peu. Il n'y a pas que de la bêtise. Parfois, il y a une volonté de surjouer. Donc là, c'est parce que ce blogueur a fait parler un officiel israélien. Personnellement, je vous le dis, je ne ferai jamais parler un officiel israélien parce que je sais ce qu'il va dire. Et le réflexe, y compris cette manière de dire nous avons des relations avec tel ou tel, c'est habituel. Hein. Parfois c'est vrai, hein. Parfois c'est faux. Moi je ne pense pas que l'Algérie a des relations avec Israël. Mais moi je ne le ferai pas. Mais ce blogueur l'a fait. Bon, et alors ? Où est le problème ? Est-ce que réellement, quand on prend le jugement, il a mis en cause la position diplomatique de l'Algérie? Mais en quoi ? Expliquez-moi. Le fait qu'un diplomate israélien balance une fausse information, en quoi ça bouscule la position diplomatique de l'Algérie ? Il y a un côté tellement aberrant, et c'est ça qui fait que la réaction est tellement disproportionnée que ça devient un message en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait de parler d'Israël, mais le fait de parler de plein de choses qui risquent de vous mener en prison. Et donc c'est un message... On choisit le maillon faible pour s'adresser à toute la masse de la presse. C'est pour ça que il faut, même si on n'est pas d'accord sur l'idée de faire parler un diplomate israélien, il faut défendre ce blogueur parce que, en fait, c'est une menace pour tous les journalistes, pour tous ceux qui expriment une opinion. Et c'est ça le message. Il faut comprendre le message et réagir à ça. Je voulais juste ajouter un point, c'est que Marzouk Touati, c'est un chômeur, c'est un universitaire, c'est vrai, mais c'est un chômeur qui n'a jamais occupé un poste de cadre supérieur de l'État ou dans l'armée pour détenir des secrets qui pourraient éventuellement créer des problèmes pour le pays. Donc c'est vraiment ridicule que de le condamner. Et il faut ajouter aussi que notre président a salué Ehud Barak et il n'a pas pour autant été... Au printemps 2000, lors du funérail, au printemps 99, lors du des funérailles du Hassan II, du roi Hassan II du Maroc. Effectivement. Alors, messieurs, on peut décider d'envoyer en prison pour faire peur, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à laisser mourir ? Est-ce que le recours à l'homicide, d'une façon ou d'une autre, est encore un moyen de gestion politique de l'État algérien ? La question est claire. Est-ce que l'affaire Messili est la dernière affaire où on a utilisé une barbouzerie pour liquider un porte-parole dans l'opposition? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où cela se... Il y a eu d'autres. Hein. On parle pas de la période islamiste. On peut considérer qu'Abdelkader Hachani a assassiné dans un cabinet. Bienvenue Hassan Wali. Tu nous diras après quel est l'article qui t'a retenu jusqu'à cette heure-ci. Est-ce que c'est terminé, vraiment, ces histoires-là? Est-ce qu'on peut le dire? Toi, tu as déjà répondu. Je vais te dire une chose. Moi, je ne peux jamais dire que c'est terminé.
Nous ne sommes pas encore dans un pays où il y a l'état de droit, où la règle de l'habeas corpus est respectée. On n'est pas dans la séparation du pouvoir et on peut me dire que je suis un peu heureux ou pas, mais je ne peux pas éliminer l'hypothèse qu'on se fasse éliminer. C'est des hypothèses. C'est l'état de droit qui te protège dans ça. C'est le fait... là, aujourd'hui, la justice est censée protéger. Alors, on dit qu'on en est sorti. Je vais citer un cas tout récent de 2018. Le gendre du commandant Asdin, enlevé par des forces de sécurité qui se sont présentées comme étant du DRS et restitué 48 heures après à sa famille dans un corbillard, mort par balle. On peut penser à la liquidation classique Barbouzat, un dossier sur lequel la presse n'a pas beaucoup travaillé. On peut encore le faire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Est-ce que on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui porte une opinion, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui est un opposant, on n'est pas dans le cas de Halim Sidi. Voilà. Mais on est dans la pratique habituelle de la barbouzerie. Est-ce que tout ça, en partant de l'affaire Touati, de l'affaire Mohamed Tamalt, de l'affaire Grmah qui a déclenché le printemps noir, c'est le bilan des années Bouteflika. Est-ce que les années Bouteflika ont réellement rompu avec cette pratique ? Moi, je pense que fondamentalement, il y a une rupture avec ça. Parce qu'avant, c'était courant. C'était court. Maintenant, ça ne l'est plus. Mais on peut dire pourquoi c'est courant. On peut citer des chefs de la Révolution qui ont été éliminés. Khéder, dont j'ai reçu le fils sur ce plateau qui a raconté, et Karim Belkacem à Francfort en 1970. Halim Sili et bien d'autres. Mais la violence faisant partie du mode de régulation politique du système algérien, on ne sait jamais jusqu'où elle peut aller. Et on peut tomber avec des responsables politiques suffisamment travaillés par la bêtise, ils sont nombreux, ils peuvent pousser la violence jusqu'à des limites inacceptables. Et c'est arrivé avec Tamalt, ils se sont peut-être dit qu'ils n'allaient pas aller jusqu'au bout, ça n'a malheureusement pas été le cas. Ça peut se reproduire, surtout quand il y a des enjeux Hassan Wali, le café presse politique. L'affaire que tu as citée là, du gendre du commandant Asdin, elle a un côté glaçant parce que il y a un arrière-fond d'affaires, d'affairisme, etc., qui n'avait pas de raison. C'est-à-dire, s'il y avait un problème, un contentieux, la justice pouvait le régler, et ce n'était même pas un enjeu politique. Et donc, moi, ça m'a glacé cette affaire. Et le fait que la presse n'en parle pas, en fait, je ne pense pas que la presse a fait dans la rétention, mais en réalité, le communiqué de la famille a été publié dans la presse. Je parle du HuffPost Algérie, le Maghreb émergent, ils l'ont publié, mais au-delà, et il y a peu de possibilités d'avoir plus d'informations sur ce qui passait. Oui. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut bien sûr faire la différence entre les bavures et les assassinats. Parce qu'on est en train de parler d'assassinats. Je ne parle pas de ce cas précis. Je ne sais pas. J'ignore ce qui s'est passé dans ce cas. Mais en général, il est inévitable qu'un régime violent commette plus de bavures qu'un régime démocratique. Ou qu'un régime où il y a impunité et non-séparation des pouvoirs commette plus de bavures. Là, on est d'accord. Sur un second plan, on a aussi l'irruption du pouvoir de l'argent, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui on a en face et qui instrumente justice, force de l'ordre, etc. Parfois, on a un pouvoir de l'argent qui est brutal. Et donc, on pourrait éventuellement avoir des cas de suppression de personnes à cause d'affaires ou à cause de l'argent. Alors, on était inquiet, le Café Presse Politique était inquiet pour la vie de Merzouk Touati. On a commencé l'émission par Hassan Wali par cela pour savoir est-ce que l'État pouvait commettre encore une deuxième erreur et laisser un journaliste ou un blogueur, donc porteur d'opinion, mourir en prison comme cela est arrivé à Mohamed Tamalt. Et par extension, on s'est posé la question si l'État algérien avait rompu définitivement avec les pratiques barbouzardes qui conduisent à la mort de ses citoyens. D'abord, mon
m'excuse pour le retard, mais de manière générale, on ne peut pas rompre avec ce type de pratique si on n'a pas rompu avec le système qui génère ce type de pratique. Dès l'indépendance, on a instauré un ordre autoritaire de nature violente. Il fonctionne par la répression. Les rapports sociaux sont régulés de manière violente, soit la répression, l'emprisonnement, l'instrumentalisation de la justice. Et on a eu beaucoup de cas depuis l'indépendance de liquidation de chefs politiques connus. On peut citer Karim Belkacem, Boudiaf, c'était encore d'une violence inouïe. C'était un assassinat en live, c'est-à-dire tous les Algériens. C'était scénarisé. Et comme on peut liquider des gens simples, des militants. Et ça a caractérisé le système depuis sa mise en place en 1962. Et je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, j'ai noté ça. C'est que à ce régime autoritaire de nature violente s'ajoute l'argent sale et violent, c'est-à-dire qui est couplé au pouvoir, qui n'est pas loin du pouvoir politique et qui peut être amené dans le cas où les intérêts de caste de type mafieuse seraient menacés, ils peuvent agir comme des barbouzes. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'une quantité d'armes qui circulent. Il y a on a donné des armes à des gens qui n'avaient pas le droit de le porter, mais on leur signe des dérogations. Tu as un pistolet, tu as une arme de guerre. On a des sociétés de gardiennage qu'on a autorisées. C'est le fameux ministre de l'Intérieur d'époque, Mustafa Ben Mansour. Je me souviens du débat enflammé à l'Assemblée nationale, le chef du groupe parlementaire du FFS qui avait dit on est en train de privatiser la sécurité. Ça devient dangereux. Donc, tous ces éléments font que aujourd'hui l'Algérien n'est pas en sécurité. Et surtout, Saïd Jafar l'a si bien rappelé, c'est que la justice qui est là pour protéger le citoyen, il est forcé de reconnaître que les citoyens aujourd'hui ne se sentent pas protégés par la justice. Juste un rappel, l'intrusion de l'argent violent, brutal dans ces affaires-là de barbouzerie. On peut citer le cas de l'ex-président de l'Assemblée de Wilaya, de Tizi Ouzou Rabh Haïsset, qui aurait été assassiné pour des histoires de foncier, parce qu'il voulait assainir le foncier de la ville de Tizi Ouzou. Il a été assassiné en soirée sur une terrasse de café. C'est vrai qu'on oublie, absolument. Voilà. On oublie qu'il peut y avoir aussi ce type de pratiques qui sont plus rattachées à des enjeux locaux et régionaux. Alors, nous allons finir cette première partie du Café Presse Politique sur le thème, le feuilleton de l'été, rapidement, en 7-8 minutes. Est-ce qu'il s'est passé de nouvelles choses dans le Cocaine Gate? Est-ce que la lutte contre l'argent sale, les grands transferts illicites se poursuit? Est-ce que c'est quelque chose qui se précise ou est-ce que c'est en train de faire comme à la fin de la période Tebboune, on s'est rendu compte qu'il ne se passerait rien du tout? Alors d'abord sur le factuel, est-ce qu'il s'est passé de nouvelles choses? Il y a eu un mouvement de magistrats cette semaine qui a été décidé. C'est difficile de le commenter à chaud parce qu'effectivement, il faut savoir qui est qui et à quoi ça correspond. Cette logique, elle correspond à quoi exactement? Elle pourrait nous aider à comprendre qui est à la manœuvre. Parce que la question qui se pose, et c'est celle-là que je vous pose encore, est-ce qu'on en sait plus sur qui est à la manœuvre dans ces opérations, entre guillemets, de main propre? Je vais noter une chose. On a eu ces 10 derniers jours le changement de tous les chefs de région pour la gendarmerie. On a eu aussi un mouvement très large de mutation et de départ à la retraite au sein de la police. On est en train de voir aujourd'hui à la télévision... À la douane aussi, le frère de Hamel. Qui a été blanchi. Le frère de Hamel qui a été blanchi. Blanchi. À la fin, il a été... Blanchi pas par la cocaïne. Il a été blanchi. C'est pas la bonne expression, en l'occurrence. C'est une expression. D'accord. Donc, enfin, aux dernières nouvelles, il avait été blanchi. Il a été blanchi. Il santé. Non, il a été blanchi. Et on voit à la télé algérienne, la télé officielle, qu'il y a aujourd'hui des patrouilles mixtes de gendarmes et de policiers à la plage. Donc on est peut-être en train d'assister à une militarisation de la police.
et à une reprise en main par l'armée, peut-être des différents corps de sécurité qui s'adressent aux citoyens, que sont la gendarmerie et la police. Donc ça, c'est un constat qui est basé juste sur les nominations. La police est militarisée, hein, et c'est une armée, hein, la police. Hein. Quand je dis militarisé, dans le sens où la hiérarchie n'aboutissait pas à... elle est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, la police, quand même. Elle ne peut pas changer de... Alors, les transferts illicites, il y avait un volet qui touchait... Je parle d'influence. Dans les transferts illicites, il y avait un volet qui touchait des grands chefs d'entreprise en Algérie, notamment le président du FCE, qui nous a envoyé un démenti à Maghreb Emergent, qui a été rapporté dans un papier de Ammar Ingrachen, pour dire qu'il n'était pas concerné par une enquête judiciaire sur ces transferts-là. Amour Ben Amour, président du conseil, président de la Chambre de commerce et d'industrie, avait fait la même chose et avait démenti le fait que, rapporté par Liberté, qu'il aurait été l'objet d'une enquête judiciaire. J'ai reçu ici, dans le cadre d'une émission concurrente de celle-là, le café des experts éco, l'expert Farhat Etali, qui dit clairement il n'y a aucun chef d'entreprise importante en Algérie qui peut se prévaloir d'être complètement clean sur la législation de change. Tout le monde se laisse un peu de devises à l'étranger. Il y en a qui le font parce qu'ils en ont besoin et ça reste dans des proportions raisonnables parce qu'il faut juste pour faire son business. Et puis il y en a qui en ont fait un nouveau business. Et ceux qui en ont fait un nouveau business, ça devient un risque systémique. Bon, on a pu expliquer pourquoi. Est-ce que l'État algérien, et qui dans l'État algérien a décidé de lutter contre ce risque systémique? Dans cette affaire de la cocaïne, en plus du fait qu'elle est d'une extrême gravité, je retiens le propos de l'ex-patron de la police. Et c'est une défiance et ça montre à quel point la méfiance, la suspicion, les tensions, la nervosité s'emparent des différents cercles du pouvoir. Et on voit quand même dans cette affaire, il y a le chef de la police qui tombe, tous ces hommes, le chef de la gendarmerie, probablement ces hommes, des généraux au sein de l'état-major. Deux généraux qui sont en prison. Ce n'est pas rien. Et ça ne rassure pas du tout les Algériens. Quand on voit au sein du système, quand ils s'entendent, c'est un problème. Quand ils ne s'entendent pas, c'est un problème pour nous, de toute manière. Il y a une... Quand ils ne s'entendent pas, ils se souviennent du mouvement dans le statu quo. Hein. Voilà, c'est ça. Absolument. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que comment... des hommes de pouvoir qui ont des missions aussi sensibles qu'importantes, soit au sein de la police, de la gendarmerie, de l'armée. En fait, on manque réellement d'informations. Il faut avoir l'humilité de le dire. On manque d'informations. On ne sait pas s'il s'agit d'une opération de reprise en main. C'est-à-dire, faisons l'hypothèse qu'au sein de l'armée, il est resté que des gens qui se sont mis à réfléchir, qui ont dit, finalement, cette affaire, ils devient trop dangereux, ça menace tout, ça risque de tout faire effondrer, on va faire un coup de balai. On ne sait pas. Ça se déclenche par une affaire, même si elle est grosse, mais elle paraît anodine, sur l'histoire de la cocaïne. Mais en même temps, elle n'est pas tout à fait anodine. C'est comme si on avait décidé de frapper pour déclencher quelque chose. Et à ce moment-là, sur cette histoire de coke, on se dit finalement, on vient d'attaquer un vieux business, et donc on continue à attaquer d'autres business. Mais ça, c'est dans l'hypothèse trop positive et un peu rose. Hein, comme quoi, il y aurait quelque part des gens sages qui ont compris que c'est trop dangereux. Mais le reste, on est dans le classique où les étés qui précèdent les échéances, on fait un peu de choses. Moi, je ne tire pas de conclusion, je m'en tiens aux faits. C'est-à-dire, c'est ça qui est inquiétant quand même. C'est-à-dire, quand il y a une telle suspicion entre les différents pôles de pouvoir, ça pose problème. Aman, on va finir sur ça. Pour ce qui est des transferts, Farhat Etali a parfaitement raison, ne serait-ce que parce que l'allocation touristique des Algériens est absolument ridicule.
il n'y a pas un seul Algérien qui ne transfère pas des devises quand il part en voyage. On vous donne 100 €, ça suffit même pas pour prendre un café dans un aéroport en Europe. On transfère tous d'une manière ou d'une autre des devises. Maintenant, c'est les proportions qui posent problème. Il y en a qui font un business. Hassan, tu dois le savoir, la plupart des hommes d'affaires algériens, des importateurs, ils ont des sociétés écrans, c'est-à-dire c'est tous les exportateurs et les importateurs. Absolument. Merci, nous avons fini avec cette première partie du Café Presse Politique. Ne partez pas trop loin, nous revenons tout de suite. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique. Et de retour pour la deuxième partie, j'ai zappé la voix de Souheila Ben Ali, que je salue au passage. On espère la retrouver d'ailleurs en septembre. À nos amis auditeurs du Café Presse Politique qui se posaient la question pourquoi notre sponsor Mérinal proposait un produit pour les insomniaques. Dans la page publicitaire, quelqu'un a répondu c'est parce qu'il n'y a que les insomniaques qui suivent le Café Presse Politique. Je ne sais pas si c'est vrai. En tous les cas, il y a des sujets qui ne donnent pas envie de dormir. Nous allons encore en aborder un dans cette deuxième partie, messieurs. La crise des visas entre l'Algérie et l'Europe, en particulier entre l'Algérie et la France. Il y a une réduction drastique, on aura les chiffres probablement dans le deuxième semestre 2018, du nombre de visas délivrés par l'ambassade de France à Alger et par extension par les ambassades de la région Schengen, du système Schengen. Voilà, première question. De quoi est-ce que cette crise est-elle le nom? Pourquoi il y a une telle réduction? 410 000 visas accordés en 2017, il y a eu un pic. En moyenne 200 000 dans la session précédente. Et puis, autour de nous, on a plein de gens qui, aujourd'hui, y compris dans les milieux de la presse, etc., se voient refuser des visas. Non, ils se font pas... Attention, les services qui s'occupent de visas, c'est BLS et... Comment il s'appelle VFS. Voilà. En fait, c'est eux. On ne te refuse plus le visa. Aujourd'hui, tu ne peux plus avoir de rendez-vous. C'est-à-dire, la formule, c'est quoi? Tu vas sur Internet pour essayer de t'enregistrer. C'est impossible. Et donc, à ce moment-là, il n'y a même pas de refus. Il y a les refus aussi. Il y a beaucoup de refus. Mais le gros, c'est même pas les refus. Le gros, c'est l'impossibilité d'accéder à la possibilité de déposer le dossier. C'est énorme. Voilà. Moi, je pense que le problème se pose autrement. En 2017, il y a eu plus de 600 000 demandes. On a accordé 410 000. Et selon l'ambassadeur de France à Alger, il n'y a pas de restriction en 2017. Officiellement, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que dans la réalité, c'est le cas ? On le verra. Mais non, on le sait. Dans la réalité, c'est le cas. Officiellement, il y a un certain nombre de visas que la France peut accorder, une sorte de quota. Et puis, bien sûr, il faut répondre à des conditions, à des critères, etc., liés à la sécurité, l'hébergement, les frais de séjour, etc. Mais je pense que c'est le nombre de demandeurs qui a augmenté d'une façon spectaculaire et qui fait qu'on a l'impression qu'il y a plus de refus. D'ailleurs, quand on va sur la plateforme VFS, le nombre de rendez-vous accordés est extrêmement important.
Pourquoi on dit qu'il y a des restrictions? Probablement parce qu'il y a plus de demandes, je suppose. D'autant plus que quand on circule dans les rues, on discute avec les gens. On a beaucoup d'exemples de gens qui avaient régulièrement leur visa et à qui leur visa a été refusé. On a dans des métiers qui n'étaient pas soupçonnés d'être des filières de résidence pour rester en France, de séjour clandestin. On a des visas de longue durée qui sont devenus des visas de très courte durée. Il n'y a plus de visas, quasiment plus de visas de circulation. Il y a de vraies restrictions. Enfin, le nombre de demandeurs, il ne peut pas exploser subitement comme ça. Il y a eu rupture entre le consulat de France et toutes les organisations avec qui il y avait des conventions. Donc, les ordres des médecins, de la presse, etc., y compris l'armée. L'armée n'a plus de convention. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Non, après, on va voir pour la raison, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de restriction. C'est un fait. Il y a un changement. L'année dernière, quand tu étais avocat, si tu avais un ordre de mission ou une décision de l'ordre te concernant, ça équivalait déjà à un visa. Aujourd'hui, l'ordre des avocats n'a plus cette convention avec le consulat de France. Alors, ça, c'était plus un privilège qu'autre chose. Exactement. On a accordé des privilèges à des catégories dans la société, les médecins, les architectes, les avocats, les journalistes, les hommes d'affaires, c'est-à-dire des catégories qu'on estimait qu'ils voyagent, ils ne partent pas pour s'installer définitivement en France, c'est pour des motifs professionnels, donc on facilite l'obtention du visa et on donne surtout des visas de circulation de longue durée qui de 2 à 5 ans. Donc c'est un privilège qui a été remis en cause. Pourquoi, je ne sais pas. Effectivement, il y a eu quand même avec TLS des sérieux problèmes. C'était qu'on découvre d'abord qu'il y a des réseaux de trafic et tout. La difficulté des rendez-vous, il y est plus au fait qu'il y a des sortes d'officines, c'est-à-dire si tu as dans le quartier à Missonnier par exemple, quelqu'un qui tient un cybercafé et que les jeunes ne savent pas, qui veulent partir, ne savent pas comment mettre en place un dossier, toute la paperasse, la documentation. Ils vont dire au gars qui tient le gars de cybercafé qui va leur dire je connais la procédure, vous payez, je constitue le dossier et je prends des rendez-vous parce qu'il est tout le temps sur place. Et ils multiplient par le nombre de cybercafés qu'il y a sur le territoire national. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent beaucoup de rendez-vous, ils saturent. Et souvent, les gens, ceux qui prennent rendez-vous ne partent pas tous pour le rendez-vous, donc ça sature. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés à obtenir le visa. C'est vrai que ce que dit Ammar, il y a une demande qui a augmenté, mais il y a aussi le fait qu'on commence à dire en France qu'on délivre beaucoup, pas seulement en France, en Europe, on commence à délivrer trop de visas pour des gens qui rentrent légalement en France et qui ne repartent plus. Alors voilà, donc il y a ce information. Est-ce qu'on a des chiffres voilà. sur ce projet? Information, le ministère de l'Intérieur français pour 2017 avait donné deux chiffres. Alors, il y a 10 000 Algériens interpellés en situation irrégulière l'année 2017, avec obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire situation régulière. Ils le présentent à la police. La police va solliciter un laissez-passer auprès des services consulaires d'Algérie là-bas pour qu'ils puissent voyager. Sauf que les chiffres du ministère de l'Intérieur français, sur les 10 000, on a donné de laisser-passer qu'à 500 personnes. Donc c'est un vrai casse-tête pour le gouvernement français. Deuxième chiffre, pour la même période, l'année 2017, il y a eu près de 10 000 Algériens refoulés dans les aéroports français. C'est-à-dire, tu vas avec un visa, parce que le visa, quand on donne le visa, il y a une feuille qu'on aggrave comme ça, qui dit que le visa n'est pas synonyme d'entrée. Il y a une sorte de note de bas de page. Et quand ils arrivent, surtout chez des jeunes, il va pour 30 jours à la police des frontières, on lui demande est-ce que tu as de quoi justifier ta présence de 30 jours. C'est-à-dire, sachant que l'hôtel est à 660 moyenne, 40, 50, 60 euros. J'étais là, le séjour, la bouffe là, et tout. Et
30 jours, il te faut au moins 3 000 euros. Alors, je vous pose et donc, c'est sur cette base-là qu'on refoule. Alors, la question, c'est est-ce que ces raisons que tu viens de citer, Hassan Wali, le fait qu'il y a beaucoup d'Algériens qui tentent de rester en Europe une fois qu'ils y ont débarqué par une voie légale, est-ce que c'est une raison suffisante sur le plan consulaire pour engager les restrictions qui ont été engagées, ou est-ce qu'on peut supposer qu'il y a des raisons cachées? On va les évoquer, ces raisons éventuellement cachées, mais est-ce que ça, c'est une raison suffisante? Est-ce qu'on change de politique consulaire à cause de refoulés qui ne sont pas, ou de reconduits à la frontière qui ne sont pas acceptés par la partie algérienne? Et il y a un autre élément, et ça a été dit publiquement par les services consulaires, notamment français, essentiellement français en tout cas, qui disent que l'ambassadeur, quand il a parlé de responsables qui trafiquent les visas, c'est-à-dire qui ne respectent pas les visas, il y a ceux qui partent, ils se font soigner là-bas. Ils laissent des dettes. Et il y a ceux qui partent, des couples qui partent, et avec un gamin, ils vont l'inscrire là-bas dans une école et ils reviennent. Ils le confient à un parent, soit à un cousin, une cousine, une tante. Et donc, il faut un peu une sorte de regroupement familial inversé. Et donc, il y a même des correspondances internes dans le service des hôpitaux français qui disent qu'il y a trop d'Algériens qui occupent des lits dans les hôpitaux français pour des petites maladies qui peuvent... que les hôpitaux algériens peuvent prendre en charge. Voilà un peu... Là, attends, juste sur les histoires d'hôpitaux. Ça c'est réglé entre la CNAS et les Français. C'est-à-dire, on a bien fait comprendre aux Français que ne sont pris en charge par la CNAS que ceux qui sont envoyés par la CNAS. Qu'un Algérien, qu'il soit haut responsable ou simple, va à l'hôpital, il se fasse soigner sans les documents, pourquoi la CNAS en serait responsable? C'est à eux de le refuser. C'est que l'hôpital français ne peut pas refuser. Oui, mais je ne dis pas que ça engage la responsabilité de la CNAS. Non, pas du tout. C'est qu'il y a des Algériens on est dans un cas classique d'assurance voyage. Akram Khalif, tu voulais nous dire quelque chose? Non, je voulais dire. Est-ce que le visa de la Russie est aussi dur à acquérir en ce moment? Non, il est assez facile. Le visa russe, paradoxalement, il suffit de payer pour l'avoir. Non, il est assez facile. Il y a quelque chose. Non, juste, je voulais plaisanter par rapport à ce que disait Hassan sur le fait que les Français estiment qu'il y ait trop d'Algériens dans les hôpitaux. Il y a aussi trop de médecins algériens dans les hôpitaux français. Ça, je voulais le noter. Alors, est-ce que il y a un argument. À mon avis, ce qui s'est passé de nouveau, c'est que les régimes préférentiels, c'est-à-dire pour les magistrats, pour les hauts fonctionnaires, etc., ont été abolis. Et du coup, ça a accru. Et ça, pourquoi ils les ont abolis? C'est ça la bonne question. Parce que moi, je ne crois pas que les hauts fonctionnaires partent en France pour rester. En général, leurs intérêts sont là. Ils vont, ils voyagent, ils font du shopping et ils reviennent ici. Donc, c'est pas dans ces catégories-là qu'on aurait des candidats à l'immigration clandestine, etc. Mais ce sont ces gens-là qu'on a mis sur le régime commun et qui ont aujourd'hui des difficultés à prendre des rendez-vous, à avoir des visas. Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est une bonne question. Est-ce que, effectivement, comme ça se dit, c'est une mesure de rétorsion aux mesures que le gouvernement algérien a mis sur les trucs de l'importation? C'est une question. Les quotas, le 49-51, les quotas. Voilà. Ce sont des gens... Le 49-51 existe depuis la LFC de 2009. Depuis la LFC de 2009, ça ne peut pas être celui-là. C'est les licences d'importation. Alors, je vous repose la question. Dans la réalité, en matière de commerce, ça n'a pas trop affecté le commerce français en direction de l'Algérie. Tu as eu un représentant officiel de l'Union européenne qui dit que l'Algérie est en train de favoriser la Chine à notre détriment. C'est une déclaration publique. Nous l'avons ressenti. Donc il y a
du côté européen des reproches qui sont faits au gouvernement algérien en matière de commerce. On peut se dire que le fait qu'on serre la vis pour les visas, pour les gens de la nomenclatura, c'est une mesure de pression. Alors, moi, je pense que la question de fond qu'il faut poser, c'est combien de visas l'Algérie accorde aux Européens et aux Français particulièrement. Il faut juste rappeler que lors du grand événement qu'a organisé le gouvernement, Alger Smart Cities, et il y a eu beaucoup de défections faute de visa. Les invités du gouvernement algérien n'ont pas pu se rendre à Alger faute de visa. Il faut dire aussi que beaucoup de journalistes qui devaient accompagner le président français à Alger n'ont pas eu de visa. C'est quand même... il a fallu une vraie pression pour que certains journalistes... Je vais reposer la question. Je vais reposer la question. Les mesures de restriction sur lesquelles nous sommes d'accord, enfin, on peut les voir de tous les angles qu'on veut, il y a des mesures de restriction sur la livraison des visas vers la zone de Schengen. Est-ce que réellement ils correspondent à un durcissement du côté algérien? Ne pas délivrer des visas aux Européens, c'est une politique de longue date, terrible politique pour le tourisme et pour l'insertion de l'Algérie dans le monde, mais elle existe depuis très longtemps, elle ne s'est pas assouplie. Bien. La politique commerciale, c'est vrai qu'elle a commencé de réduction des importations. Elle a commencé en 2016 avec les licences d'importation. Elle s'est endurcie avec des blacklists, des listes négatives qui excluaient des produits à l'importation. Et puis aujourd'hui, elle est passée à la taxe additionnelle. Donc il y a une gêne sur les exportations européennes. Est-ce qu'il y a vraiment un changement dans le régime ou est-ce que nous sommes peut-être dans un dialogue politique? Il y a aussi ceux qui disent que Emmanuel Macron, après son passage en Algérie, s'est dit ce régime n'offre pas suffisamment de visibilité, je ne vais pas l'aider. Et une des manières de cesser de l'aider, c'est de le gêner sur ce volet des visas. Il paraît d'ailleurs que les enfants de la nomenclatura, ce sont ceux qui subissent le plus de refus de visa. Pas que sur ce point-là. Hein. Moi, je mets au même plan... cette histoire de déchéance de visa pour la nomenclatura, que les actions coordonnées des responsables diplomatiques en Algérie, étrangers, qui font des relations publiques ces jours-ci, en apparaissant dehors, en assistant à des matchs à la Grande Poste, en prenant le train. Ça, c'est surtout l'ambassadeur des États-Unis. Britannique, États-Unis et France. Donc, ces trois pays-là... Et Croates. Et Croate aussi, exactement. Et donc, je trouve que c'est aussi à prendre en considération. C'est un peu exceptionnel, la Coupe du Monde, la Grande Poste. Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que les Algériens peuvent se mettre en colère contre leur gouvernement à cause de la politique restrictive des visas? Tu sais, la phrase la plus forte qu'a prononcée Macron à Alger, c'était celle-ci. L'Algérie est un pays fermé. Et effectivement, c'est un pays fermé. Je ne pense pas qu'il y ait 10 000 Français qui viennent en Algérie. On n'a jamais réussi à avoir les statistiques. D'ailleurs, j'ai discuté récemment avec de très hauts cadres français à Paris qui n'ont jamais visité l'Algérie parce qu'ils n'ont jamais réussi à avoir le visa. Des cadres supérieurs français. L'Algérie est très restrictive en matière de visa. En fait, est-ce que les Algériens vont se mettre en colère à cause de ça? Non. Déjà, je connais plein de gens qui avaient l'habitude d'aller en Espagne, etc., qui ont décidé que la destination, ce sera la Turquie. 100 000 visiteurs depuis le début de l'année. 100 000 visiteurs depuis le début de l'année. La Turquie bénéficie de l'effet Schengen négatif. Il y a une soupape qui est ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Il y a eu une époque où les Algériens pouvaient aller en Tunisie, en Syrie, point barre. Là... On peut aller en Russie, comme dit Larol, on peut aller en Turquie, etc. Donc, je ne pense pas que les Algériens se mettront en colère sur ça. On peut même dire en sous-main, si on leur sursure que c'est les enfants de la nomenclatura qui souffrent le plus, ça va leur faire plaisir. Donc probablement, ça va leur faire plaisir. Ceux-là, ils ne souffrent pas. Ceux-là, ils ont la possibilité d'avoir des visas de manière ou d'une autre. Avec ça, il y a une filière Kamel Boucher pour les visas aussi. C'est pas une filière Kamel Boucher. Quand on est le frère d'un ambassadeur, d'un ministre, fils d'un ministre, d'un grand chef d'entreprise, de copain de machin,
c'est facile à l'obtenir pour la France, pour les États-Unis, pour tous les pays du monde. Sauf que moi je suis d'accord avec Amrin Garachen pour une fois dans l'histoire. Effectivement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Non, je le dis avec beaucoup de sympathie. Non, aujourd'hui, l'Algérien a la possibilité de partir dans beaucoup de pays. Sauf que les autres n'ont pas la possibilité de venir en Algérie. Ouais. Si on prend le cas des journalistes, nous avons, pour la plupart d'entre nous, des visas de circulation. Imaginons qu'on applique la réciprocité. C'est-à-dire, il y a des journalistes français à qui on ne donne pas de visa. Et quand on leur donne de visa, on leur donne 10 jours. Je prends un cas concret. Il y a au journal Le Monde le correspondant Maghreb, celui qui travaille sur le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Il travaille à longueur d'année. Ils seront facilement en Tunisie. Ils seront mais aisément au Maroc. Sans visa. Sans visa. Et l'Algérie, non. Quand on lui donne un visa, difficilement, on lui donne 10 jours. Et c'est complètement contre-productif. Pourquoi? Pour le monde, je peux te dire qu'on lui a donné uniquement pour accompagner Macron. Pas plus. Et il a fallu que l'Élysée mette de la pression pour une liste de journalistes. Si le ministre de la Communication, le ministre des Affaires étrangères était intelligent, je donne un visa permanent pour le journaliste du Monde. Il vient, il fait un papier critique un jour. 2 papiers critiques. Mais il aura la possibilité de vendre l'image de l'Algérie. Je lui donne la possibilité de visiter le désert, de faire des reportages sur le désert algérien, sur la côte algérienne. Il ne fera pas que des papiers négatifs. Il ne fera pas que. Il fera un papier négatif sur 50 papiers positifs. Et ça, est-ce qu'il est à se demander si on veut vraiment vendre une image positive de l'Algérie. Tu es dans un... On ne veut pas. Mais c'est ça on le veut problème. On ne veut pas. Quand, par exemple, on veut, pour une autre catégorie, on veut attirer, on parle d'investissement, les DE, d'investissement étranger direct. Et comment voulez-vous qu'un Français ou un Allemand ou un je ne sais quel investisseur de quel pays voudrait venir investir en Algérie alors qu'il a un visa de 3 mois. Il doit renouveler son visa chaque 3 mois. Et je ne parle pas des autres contraintes à l'investissement. Nous sommes d'accord. Le régime algérien. Et je termine quand même par une question qui me paraît importante. On a beaucoup d'étudiants qui quittent le pays. Est-ce qu'on veut garder les Algériens ici ou est-ce qu'on veut qu'ils partent? C'est-à-dire, on doit faire le choix. Moi, je ne râle pas quand on refuse les visas, franchement. Parce que la plupart de ceux qui prennent le visa, ils ne reviennent plus. Les jeunes ne reviennent plus. Il faut pas se raconter d'histoire. Est-ce qu'on veut garder ces Algériens ici en Algérie ou est-ce qu'on veut s'en débarrasser ça c'est une question. C'est dommage que tu ne sois pas arrivé à temps au briefing. Tu me l'aurais proposé, je l'aurais posé beaucoup plus tôt parce que c'est un très bon débat. Aujourd'hui, dans une situation politique, dans une situation politique peu rassurante, où il y a trop d'incertitudes. On a bien compris. On est dans des formes où la souveraineté s'exprime, soi-disant, sur des objets qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire, la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est quand tes citoyens sont bien, ils se sentent impliqués dans la gestion de la cité, mais c'est pas dans la gestion des visas. Aujourd'hui, le pouvoir algérien semble croire que le fait de pouvoir donner ou de ne pas donner le visa est l'expression d'une souveraineté. C'est rien. C'est vrai que c'est un pouvoir régalien. Même les Français, quand ils te refusent le visa, ils n'ont pas à le justifier. C'est pas un droit. C'est pas un droit. Mais cette manière de croire que c'est ça la souveraineté est complètement aberrante. Une dernière question on a terminé l'émission, Hassan. Je suis désolé. Une dernière question. Qui s'adresse à Hassan Wali? Est-ce que tu seras présent ou est-ce que tu seras en retard pour la dernière émission du CPP de la saison mercredi prochain? Ce n'est pas la dernière? Celle-là n'est pas la dernière. On t'a appâté avec de la saison. Voilà, donc c'est à nos amis auditeurs que nous invitons. Le rendez-vous de la semaine prochaine, ce sera la DER de l'année et elle sera ouverte au public. Nous vous en dirons plus à travers les réseaux sociaux la semaine prochaine. Elle sera ouverte aussi à Khaled Drani. Elle sera ouverte aussi à Khaled Drani que nous invitons, il faut le préciser. Merci, à bientôt. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.